BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Gladys Kazadi, qui est députée bruxelloise pour le CDH. Gladys Kazadi, bonjour, merci d'être avec nous. Je voudrais commencer par ce courrier du roi Philippe qui était un petit peu la surprise d'hier, jour de commémoration de l'indépendance du Congo, les 60 ans. Ce courrier où le roi des Belges a fait part de regrets pour les exactions du passé. C'est une nouvelle importante, une nouvelle positive, ou il y a une pointe de déception quand vous entendez le mot regret et pas le mot excuse? Non, je trouve qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite. Les regrets, je trouve déjà que c'est un très bon pas qu'on puisse avoir des regrets du roi par rapport à ce qui s'est passé au Congo. Les excuses viendront plus tard à l'issue des travaux parlementaires. Pour moi, ça n'avait pas de sens de présenter des excuses maintenant quand on sait que des travaux vont avoir lieu au sein des parlements à ce sujet-là. Oui, donc vous êtes élu au député au Parlement régional bruxellois. Les travaux auxquels vous faites référence, ils vont avoir lieu à la Chambre, donc au niveau fédéral. Comment est-ce qu'on a reçu ce discours royal? Je voudrais vous poser la question à la fois dans la diaspora congolaise ou les descendants de Congolais qui sont aujourd'hui installés à Bruxelles, et aussi peut-être dans la mère patrie, donc du côté de Kinshasa. Ça a fait beaucoup de bruit, cette annonce, ou finalement c'est un petit peu passé inaperçu vu le contexte et les préoccupations sanitaires des uns et des autres? Non, des échos que j'en ai eus, ça a été reçu très positivement, aussi bien par la population sur place au Congo que par la diaspora congolaise ici qui se trouve en Belgique. Ici, l'idée, c'est surtout de voir que ça puisse être concrétisé par la suite avec des actions concrètes. Ça veut dire quoi, les actions concrètes, Gladys Kazadi? Notamment par la construction d'un travail de mémoire où on met tout le monde autour de la table, où on peut entendre tous les points de vue, pas seulement celui du colonisateur, mais aussi celui du colonisé, où on peut entendre les différentes souffrances, les différentes perceptions, et qu'on puisse construire une mémoire collective qui puisse être partagée et assumée par toutes et tous. Ça veut dire qu'on doit avoir un débat, mais aussi transcrire ce débat dans l'espace public. Il y a eu une énorme contestation de la place qu'on laissait aux colonisateurs, notamment à Bruxelles, avec toutes ces rues, Léopold II, Général Jacques, Général Storms, etc. Vous participez à ce débat où votre parti, le CDH, avait l'air un petit peu en retrait là-dessus, en disant oui, c'est peut-être pas l'essentiel de décoloniser l'espace public? Mais il faut pouvoir contextualiser ce qui se trouve dans l'espace public pour que les gens puissent comprendre l'histoire, puissent également en tirer des leçons et puissent aussi qu'on puisse également déconstruire des préjugés et stéréotypes qu'on aurait à l'égard de personnes d'origine afrodescendante. Oui. Alors, il y a la question de la double appartenance. Quand vous dites afrodescendant, on est installé en Belgique, on est né là. Parfois, les parents sont nés là, ou troisième ou quatrième génération. On a évidemment la nationalité belge. Et puis, on a la culture d'origine liée à l'héritage familial. Comment est-ce que vous vivez ça, vous, d'abord à titre personnel? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, puisqu'on parle de toutes ces questions-là, qu'il y a toujours un regard qui est empreinte de racisme sur une partie des Belges, une partie des Bruxellois? Oui, le racisme est toujours présent. Le dernier rapport d'UNIA le montrait également. Donc ça, je pense qu'il n'y a plus à démontrer que le racisme et les discriminations sont encore présentes dans notre société. Pour ma part, donc, vous me demandez comment moi je le perçois. Vous le savez peut-être, je suis d'origine congolaise, donc j'ai cette double identité. Et au quotidien, c'est de pouvoir les faire coexister, de pouvoir les faire rassembler. Et aujourd'hui, avec notamment les regrets du roi, j'aimerais qu'on puisse pouvoir réconcilier ces deux histoires. Ça veut dire que vous, à titre personnel, ce pas royal est aussi quelque chose qui vous permet de réconcilier vos deux identités, c'est plus facile? Oui, je pense que ça permet de tendre en tout cas vers une réconciliation de ces deux histoires et de permettre une cohésion également, parce qu'en fait, c'est des histoires qui sont liées. Et donc, c'est important qu'on puisse y travailler. Oui. Le racisme au quotidien, les afrodescendants, pour employer ce terme-là, ou pour être plus simple et plus concret, tous ceux qui ont une peau de couleur plus foncée, on l'expérimente quand même beaucoup. On a eu énormément de témoignages. On a vu qu'il y a eu 10 000 personnes qui se sont rassemblées à la manifestation Black Lives Matter. Ça veut dire que ça reste un vrai problème prégnant, ressenti comme tel par une partie de la population bruxelloise?
Oui, c'est un vrai problème. Et ce qui est encore plus dramatique aujourd'hui, en 2020, c'est que la parole est davantage et de plus en plus libérée. C'est-à-dire que les gens n'ont même plus peur de tenir des propos racistes, des propos dégradants à l'encontre des personnes noires, pour pouvoir le dire. Et donc oui, c'est très problématique. Et à côté, on a aussi une population, une génération qui n'a plus peur de parler, qui ose maintenant aussi revendiquer ses droits. Et je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, on sait que Pierre Compagnie, voilà, je cherchais le prénom, Pierre Compagnie a décidé de déposer plainte, je ne voulais pas dire Vincent évidemment, on sait que Calvin Suarez a annoncé également qu'il allait déposer plainte. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'élus qui aujourd'hui prennent la parole. Alors c'est peut-être plus facile lorsqu'on est un élu installé, qu'on a une visibilité, qu'on est une personnalité publique. Il y a beaucoup de jeunes bruxellois ou de bruxelloises qui devraient porter plainte contre des propos ou des actes racistes aujourd'hui. Oui, à mon sens, les gens ne devraient plus avoir peur de le faire, mais on est face à un problème, c'est que quand on porte plainte, il y a généralement un peu de suite qui sont données à ces plaintes. Donc ici, c'est aussi de travailler sur le système pour qu'on puisse vraiment donner suite à ces plaintes. C'est nous, la plainte qu'on a déposée collectivement au nom du CDH à l'encontre des actes, des discours racistes et haineux à l'encontre de Pierre Compagnie, on espère qu'on va pouvoir avoir une suite et que ça va pouvoir pousser d'autres personnes à pouvoir passer le cap et se dire qu'il est possible d'avoir une suite aux plaintes qui sont déposées. Pourquoi est-ce qu'il fallait une plainte collective ? Il était important de marquer le coup déjà pour montrer que tout le groupe était solidaire à l'encontre de Pierre Compagnie, mais je trouve aussi que c'est fort aussi d'avoir un groupe politique qui porte plainte collectivement et il était important qu'on puisse avoir cette démarche, en tout cas ça l'était pour nous. Alors il y a beaucoup de commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, qui se demandent si après les regrets exprimés par le roi Philippe, il y aura des excuses et si ces excuses devront être assorties d'un dédommagement vis-à-vis de l'État congolais. Votre avis là-dessus ? Écoutez, moi je pense que ce n'est pas le plus important pour le moment. Le plus important, c'est déjà quand vous parlez des excuses, ces excuses, il faut qu'elles aient du sens. Il faut qu'elles puissent être sincères, qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on s'excuse, qu'on ne s'en sente pas obligé, qu'elles puissent être éclairées, qu'on puisse définir les responsabilités de celles-ci et qu'elles puissent être éclairantes, en ce qu'elles puissent permettre un changement de mentalité, de comportement chez certaines personnes. Est-ce que tout ça aurait eu lieu, Gladys Ghazali, s'il n'y avait pas eu, hélas, le décès de George Floyd ? Écoutez, je pense que le décès de George Floyd a permis d'accélérer le processus. Je pense que le décès de George Floyd a permis d'accélérer le processus, mais on avait déjà des revendications qui commençaient à émerger et une prise de conscience de la population belge en général qui commençait aussi à être de plus en plus grandissante. Il y a un rapport, on a parfois comparé au mouvement MeToo où il y a eu un déclic, l'affaire Weinstein, et puis après une libération de la parole. C'est le même phénomène pour vous ou c'est différent ? Oui, il y a des ressemblances, effectivement, parce que comme je vous le dis, les gens commencent à une prise de conscience, les gens n'ont plus peur de se lever, ont de moins en moins peur en tout cas, de se lever et de dénoncer les injustices. Alors, autre thème que je voudrais aborder avec vous, c'est la situation dans les maisons de repos. Donc, il y a eu la crise du Covid-19 qui n'est pas terminée, mais qui est un peu plus sous contrôle qu'elle ne l'était. Il y a aussi le risque de canicule. Alors, ça ne se voit pas aujourd'hui puisqu'il fait assez mauvais, mais ces derniers jours, il a fait très chaud. Vous avez interpellé le ministre de la Santé bruxellois, Alain Marron, en commission au Parlement ces derniers jours. Est-ce que vous avez été rassuré ? Il y a un plan canicule, les maisons de repos vont pouvoir faire face ou pas ? Écoutez, j'attends toujours sa réponse, je ne l'ai toujours pas reçue. Je m'inquiète parce qu'on a effectivement un plan forte chaleur qui existe en région bruxelloise, mais nous connaissons le contexte de crise sanitaire actuelle et donc les maisons de repos en particulier, parce que moi je m'inquiète pour les personnes les publics les plus fragilisés. Dans les maisons de repos et les maisons de repos et soins, il y a la problématique du conditionnement de l'air qui avait été posée suite au Covid-19 et donc c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cela avec la canicule. J'entends qu'il y a quelques jours en Wallonie, une circulaire est sortie où on donne des mesures alternatives pour permettre de gérer cela correctement. À Bruxelles, j'attends toujours de voir ce qui se passe. On n'a rien pour l'instant et c'est problématique. Oui, donc pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'a priori, l'air conditionné, c'est pas ce qui est le plus recommandé, puisque ça permet souvent au virus de circuler d'une pièce à l'autre ou d'un endroit à l'autre lorsqu'on est dans un air conditionné. Donc, toute une série de mesures. Donc, ça veut dire que vous avez déposé une question au ministre Alain Marron. Vous aurez la réponse quand ? Vous allez y revenir ?
J'attends toujours la réponse, donc ça dépend un petit peu de la manière dont les services vont gérer de cette question et de l'importance qu'ils vont donner à cela. Mais j'attends la réponse. Mais en tout cas, moi, je suis très préoccupée par la situation. Il est important que le gouvernement puisse être proactif, de ne pas attendre qu'on soit face à un problème cet été pour pouvoir agir. Alors, dernier point que je voudrais aborder avec vous. Vous êtes une élue de Berchem-Saint-Agathe et vous êtes mobilisée pour une cité d'appartements qui se trouve rue Jacques d'Ormont. Ce sont des logements passifs et des logements d'accession à la propriété. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces appartements ? Et on a beaucoup de propriétaires et locataires qui font face à des problèmes d'humidité, des problèmes d'acoustique, des problèmes pour cuisiner. Donc on branche une prise et il y a tout qui saute. Et donc voilà, ça questionne. Ce sont pourtant des logements neufs. Ce sont pourtant des logements neufs, oui, qui sont en location et en vente depuis fin 2018, il me semble, début 2019. Et donc voilà, ici, moi, je suis en contact avec les 3/4 des locataires et propriétaires qui sont vraiment au bout du rouleau. J'en entends certains en pleurs. Donc voilà, j'espère que le Fonds du logement fera le nécessaire pour pouvoir agir rapidement à ce niveau-là, parce que je trouve la situation scandaleuse. Vous avez eu quoi comme réponse jusqu'à présent Donc j'ai eu la réponse qu'on investiguait et qu'on prendrait les mesures nécessaires, mais donc j'attends de voir. En tout cas, pour l'instant, rien de grandiose qui a été suivi pour la première. Et donc pour résumer pour tout le monde, il y avait des inondations, mais ça on dit que c'est à peu près réglé. Il y a des panneaux photovoltaïques qui sont défectueux. Oui, les inondations de parking ne sont pas réglées. Donc encore il y a quelques semaines, il a draché. Ils ont de nouveau retrouvé plein d'eau dans le parking. Donc non, les problèmes ne sont pas réglés. Donc j'espère qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un problème. J'ai cru comprendre que l'un des sous-traitants avait déclaré faillite à la fin du chantier. J'espère que ça n'a pas entravé le bon suivi du chantier. C'est pour vous occuper de dossiers comme ça que vous êtes devenue députée régionale, Gladys Casali ? Clairement pour ça, parce que moi, le fil de mon engagement, c'est de faire en sorte que chacun et chacune puisse vivre mieux là où il est. Et vivre mieux, c'est aussi vivre mieux dans son habitation. Merci d'avoir été avec nous en direct ce midi sur BX1. Donc Gladys Casali du groupe CDH au Parlement bruxellois. Merci à vous. Bonne suite de journée.